Donc, bienvenue à tous. On vous propose aujourd'hui un atelier pour réaliser un diagnostic flash en risque climatique. Et évidemment, c'est un sujet qui est complètement en lien avec la CSRD. Donc, dans l'introduction, on vous pointera le SRS, en tout cas, qui est en jeu dans le cadre de cet atelier. Donc, je pense que si vous êtes dans la salle, vous êtes déjà éduqués, convaincus par la cause climatique. Mais on a jugé important quand même de revenir sur ces informations et notamment regarder l'angle coût. Quel est le coût que nous posent les aléas climatiques? Donc là, vous voyez des extraits d'articles de presse qui relatent des événements qui se passent dans différentes régions. On voit que ça touche tous les continents. Et donc, si on s'intéresse à la France, on repense évidemment aux feux qui ont eu lieu en Gironde et en termes d'impact économique qui ont évidemment touché l'activité et le secteur touristique. Un autre exemple, toujours en France, et notamment au niveau du Rhône, avec la sécheresse, un autre aléa climatique, qui directement va causer une baisse de production hydroélectrique. Et évidemment, on imagine les conséquences sur toute la chaîne de valeur de cette production hydroélectrique. Je ne vous lis pas les autres articles, mais on en voit évidemment tous les jours. Par contre, si on essaye de quantifier et de ramener ça au PIB, donc là on est sur un chiffre uniquement France, par rapport au PIB, on estime qu'il y a une baisse de moins 1% à 10% tous les ans, causée par le réchauffement climatique. Et ici, ce chiffre est donné avec le scénario de plus 2 degrés d'ici entre 2050 et 2070. Donc voilà, l'hypothèse est celle-ci. Imaginez que si on est au-delà de l'augmentation de plus 2 degrés, évidemment, l'impact coût sera augmenté. D'un point de vue assurance, cette estimation, donc, je ne l'ai pas citée, mais c'est le Centre des ressources pour l'adaptation au changement climatique du ministère de la Transition qui a partagé ces chiffres. Ils estiment un surcoût de 35% lié au changement climatique d'ici à 2050. D'autres études, d'autres experts parlent même du moment où le monde ne sera plus assurable à cause de ce changement climatique. Et enfin, il faut penser aussi à tous les moyens qu'il va falloir investir, que ce soit de la part des entreprises ou même des acteurs publics, les moyens additionnels dont il va falloir engager des capacités d'adaptation pour que l'homme puisse encore vivre et avoir des activités sur la planète. Et donc ce chiffre est estimé à 250 millions par an. Donc c'est absolument énorme. Donc c'est important de le regarder d'un point de vue coût. C'est évidemment l'aspect qui va interpeller et engager l'action au sein des entreprises, au-delà de nos propres convictions personnelles. Je pense que plusieurs dans la salle, évidemment, ont cette conviction. Alors la CSRD, pour les connaisseurs et les moins connaisseurs, on vous a remis ici toutes les normes pour qu'on arrive à se situer sur cet atelier. Donc les normes ESRS, European Sustainability Reporting Standard, sont les exigences que les entreprises doivent respecter pour leur rapport de durabilité. Et elles sont au nombre de 2 transverses, 2 ESRS transverses et 10 thématiques. Dans les thématiques, vous retrouvez ESG, environnement, social et gouvernance. Donc il n'y a pas eu de réinvention, c'est des critères qui évidemment existent depuis longtemps, mais qui grâce à la CSRD sont harmonisés et puis surtout renforcés en termes de rigueur de reporting. Et donc aujourd'hui, notre atelier sur les risques climatiques s'inscrit pleinement dans l'ESRS E1, qui est appelé changement climatique et qui aborde à la fois l'atténuation du changement climatique, mais aussi l'adaptation. Et donc ici, nous, on se situe sur le volet adaptation. Ce diagnostic, finalement, en risque climatique est la première étape
avant d'aller dans des pistes d'action pour s'adapter. Donc vous verrez dans le déroulé, on va aller dans des débuts de pistes, mais effectivement l'aspect action nécessite du travail supplémentaire pour réussir à aboutir à des feuilles de route en tant que telles. Donc je me présente, je suis Nathalie Penfornis et je dirige une agence de conseil au sein du groupe APAV dans toutes les transitions durables de nos clients. Et je suis accompagnée de Romain Lafay, qui est manager climat au sein de mon agence de conseil, et Anna Moral-Ballandin, consultante senior en climat. Quelques mots sur l'APAV, très rapidement, pour que vous compreniez notre contribution. Notre métier, c'est vraiment la maîtrise des risques, qu'ils soient techniques, humains, environnementaux ou numériques. Et on a spécifiquement pour les transitions déployé une gamme de prestations donc qui est nommée Green and Social, qui permet aux entreprises d'avoir du conseil, pas forcément de bout en bout, mais sur des thématiques sur lesquelles il manque peut-être d'expertise interne ou sur lesquelles ils ont des enjeux majeurs et donc ils souhaitent un accompagnement majeur. Donc on a évidemment beaucoup de demandes en ce moment sur du conseil CSRD ou de l'audit. On est aussi auditeur en durabilité. Et on a une équipe qui est focalisée sur le climat carbone, une autre sur la nature, l'environnement, la biodiversité, et d'autres expertises comme le social et la confiance digitale. Donc on parle de cybersécurité et protection de données personnelles. Sans plus attendre, je donne la main à Romain. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va se mettre dans la peau d'un cas fictif tous ensemble pour essayer d'appréhender et comment réaliser ce diagnostic flash vis-à-vis des risques climatiques qui nous attendent. Donc, alors, on va tous se mettre dans la peau d'une entreprise de production de bioéthanol qui se situe ici, vous avez le contexte, dans les Hauts-de-France, et qui produit du bioéthanol à partir de betteraves et de blé sur un site unique à Saint-Omer. Et il faut savoir que en fait, l'entreprise est déjà engagée avec de l'approvisionnement local, donc en fait travaille avec des agriculteurs issus de la région Hauts-de-France, ceci de manière à réduire les distances de transport pour cette matière première et à minimiser son empreinte carbone, mais on voit déjà donc il y a cette dépendance régionale. Et ensuite le bioéthanol, il est destiné bien sûr à être mélangé à de l'essence, donc issu du pétrole, pour des carburants qu'on va utiliser, qu'on va retrouver à la pompe communément pour vos véhicules utilitaires ou vos véhicules légers. Si ça vous va, je sais que vous n'êtes pas tous producteurs de bioéthanol, mais on va essayer de se mettre vraiment dans ce cas-là pour voir comment appréhender de manière synthétique ce changement climatique et comment l'appréhender et s'adapter. Donc une première question ouverte ici, je ne vous demande pas de répondre à ce moment-là, mais c'est les questions qu'on peut se poser en fait quand on est au sein de cette entreprise, c'est quelles sont les pistes d'action qui vont être les plus importantes en fait pour mon activité afin de limiter l'impact du changement climatique sur mon entreprise. Donc la question ici, êtes-vous capable de les hiérarchiser? Elle est avant tout pour se dire que toutes ces actions sont relativement vertueuses, elles vont avoir un impact probablement bénéfique, mais toutes ne permettent pas en fait de répondre face aux aléas climatiques qui sont sujets, qui vont toucher mon activité. Donc on retrouve par exemple l'amélioration de l'isolation de mes réservoirs de stockage, voilà, faire de la surveillance accrue et mieux isoler mes réservoirs, protéger mes infrastructures de production face à des risques d'inondation, par exemple, faire de la délocalisation, réduire la consommation d'eau de mes procédés, ou développer une ligne de production de bioéthanol de deuxième génération, c'est-à-dire à partir d'autres produits que les produits betteraves et blé, à partir de déchets, par exemple, et diversifier mes fournisseurs de betteraves. Donc ici, je vous laisse réfléchir, mais on va voir tous ensemble qu'en fait, si on ne réalise pas ce diag, en fait, l'exercice qu'on va faire ensemble, ça va être compliqué de se rendre compte en fait quels sont les aléas qui me touchent et comment je vais pouvoir y répondre et est-ce que ces actions vont être pertinentes pour répondre face à l'impact du changement climatique. Donc allons-y. On va regarder à travers cet atelier, on va suivre en fait cette démarche qu'on vous propose, à savoir déjà avoir une compréhension de notre chaîne de valeur. Donc vous en tant que producteur, vous devez connaître votre chaîne de valeur, l'appréhender pour connaître les points névralgiques de votre activité. On va ensuite identifier les aléas climatiques dans mon contexte. De quelle manière je suis exposé
face à ces aléas climatiques. Ensuite, regarder cette sensibilité face à ces aléas. Ensuite, on pourra évaluer l'impact que va avoir le changement climatique sur mon activité. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ce diagnostic, on pourra mettre en place un plan d'action. Donc c'est parti, on déroule. On va regarder tout d'abord la chaîne de valeur. Donc on se remet dans le contexte. Je suis producteur de bioéthanol et l'objectif, en fait, ici, de manière synthétique, de manière assez macroscopique, ça va être d'identifier quels vont être les points névralgiques dans mon activité, dans mes process. Donc ici, on retrouve votre périmètre opérationnel, le périmètre propre à votre entreprise. Vous avez 2 lignes de production, comme on le disait, une à partir de betterave et une à partir de blé. Vous avez ensuite une activité de stockage de bioéthanol. Votre site est alimenté en eau, en énergie, en gaz, on peut très bien imaginer. Donc c'est très macroscopique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que donc, effectivement, pour cette production, on a besoin de culture de betterave en amont, de son transport, acheminement jusqu'à votre site, et on a besoin de culture de blé et du transport jusqu'à votre site. Et sur la partie aval, on retrouve bien sûr le transport vers le client final, on va dire à la pompe, pour la livraison du bioéthanol. Donc la question qu'on peut se poser ici, je vous apporte un élément supplémentaire par rapport à cette activité, c'est que 80% de notre production est liée à la culture de betterave, 20% à la culture de blé. Donc selon vous, quels sont les points névralgiques, avec ces quelques éléments de contexte, sur votre activité ? Voilà, et plus particulièrement. Voilà, donc le point est effectivement important là qu'on apporte, c'est que 80% de la production est dépendante de la betterave. Donc là, ce qu'on cherche à identifier dans l'atelier, c'est effectivement, ça va être vraiment l'activité névralgique, l'activité qui va être la plus mise à mal s'il y a un changement climatique, ça va être lié à la production de la betterave. Donc là, on a identifié 3 processus névralgiques dans notre activité et on va avancer sur le sujet. Donc une fois qu'on connaît sur notre chaîne de valeur les processus qui nous intéressent et sur lesquels on va travailler pour cette adaptation, on va identifier les aléas qui nous concernent. Effectivement, vous avez évoqué l'inondation, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que c'est un aléa climatique en fait ? Un aléa climatique, ça peut être un événement en fait qui va évoluer dans le temps de manière graduelle ou de manière chronique. On entend tous parler du réchauffement climatique, l'évolution de la température, et un aléa climatique chronique. Ensuite, on peut reconnaître ici, alors je ne vais pas tous les détailler, mais le stress hydrique, par exemple, qu'est-ce que c'est que le stress hydrique ? En fait, ça va être la balance entre l'eau qui va être amenée sur un périmètre donné et l'eau qui va être prélevée sur ce périmètre donné. Donc le stress hydrique, il peut évoluer dans le temps, il peut évoluer également aussi d'un point de vue géographique, sur mon périmètre, donc d'un point de vue temporel et d'un point de vue spatial, ce stress hydrique peut évoluer. On reconnaît l'acidification des océans, par exemple, l'acidification des océans est liée indirectement à l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, qui indirectement va être dissous dans les océans et l'acidifier. Donc je peux être sensible à ces différents aléas. On retrouve ensuite les aléas extrêmes. C'est ceux qui font la une des médias. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être de manière plus ponctuelle, on va avoir une évolution de la température avec des canicules, et ensuite le climat va se rétablir, se stabiliser. Puis ça va revenir. On aura les précipitations extrêmes, que ce soit de la grêle, que ce soit des orages intenses, que ce soit la tempête Milton. On retrouve les tempêtes, les cyclones tropicaux. Et ceux-ci vont évoluer dans le temps. Donc le changement graduel va se faire dans le temps, dans la durée, et les changements extrêmes vont aussi changer de par leur intensité et de par leur fréquence. Donc maintenant, on va revenir sur notre cas, en fait, et on va essayer de sélectionner les aléas climatiques qui concernent mes différents processus névralgiques. Donc on reprend la culture de la betterave, ici dans les Hauts-de-France. Donc on peut être là, nous, pour vous accompagner en fait, à retrouver les informations liées à votre contexte d'activité. Vous pouvez les retrouver ici sur la plateforme GeoRisque, par exemple, qui est développée par le ministère de la Transition écologique et l'Institut géographique national. Ici, on retrouve l'inondation, on retrouve le mouvement de terrain et le retrait-dégonflement, qui sont 3 aléas. Et vous retrouvez à votre adresse un impact ici existant pour l'inondation, par exemple,
faible pour le mouvement de terrain et relativement modéré pour le retrait et gonflement des argiles. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces aléas, mais en tout cas, vous avez ces informations. Et vous avez ensuite des informations par rapport à votre secteur d'activité. Ça peut venir d'une expertise interne que vous avez, vous connaissez bien votre domaine d'activité, bien sûr, vous faites un benchmark, vous faites de la recherche d'informations par rapport à la sensibilité, par exemple, de votre culture de betterave face à différents aléas climatiques. Donc ici, on peut noter que les longues sécheresses impactent le rendement et la qualité de la betterave, et qu'une augmentation des pluies, c'est ce que vous évoquiez, pouvait réduire le rendement et augmenter les maladies. Je crois pas, mais il y a d'autres plateformes, on le verra juste après, il y a d'autres plateformes qu'on peut utiliser. Là, pour l'exercice, on est parti sur ce cas, parce que ça concerne bien sûr les Hauts-de-France. On reviendra dessus. Gardez ces éléments en tête que je viens de vous présenter. Donc maintenant, en fait, la question qui se pose, hein, c'est selon vous, avec ces éléments, quels sont les aléas climatiques qui sont les plus importants pour la culture de la betterave? Est-ce que selon vous, c'est l'augmentation soutenue des températures? On peut le faire à main levée. Qui pense que l'augmentation soutenue des températures est un élément climatique important par rapport à ce qu'on a vu? 3-4 personnes, 5. La sécheresse, le triple. La modification du régime des précipitations, c'est à peu près pareil. Les inondations. Et enfin, tout ce qui va être mouvement de terrain, glissement gravitaire. Donc effectivement, tous vont avoir une importance, mais effectivement, par rapport au contexte qu'on a vu, les 3 plus importants vont être la sécheresse, la modification du régime des précipitations, on a vu, sensibilité de la betterave et risque de maladie, et le risque d'inondation, on a vu, qui était prégnant dans la région à mon adresse. On va faire l'exercice sur la production et le stockage maintenant de bioéthanol. Donc là, on a regardé la chaîne amont. Là, on s'intéresse vraiment à votre périmètre opérationnel sur votre site. Risque d'inondation, d'après Géorisque, toujours présent à mon adresse, existant. Mouvement de terrain inconnu, certes, existant sur la commune, mais sur votre site en tout cas inconnu. Retrait et gonflement des argiles, risque faible. Ce qu'on sait, c'est que sur ce process, hein, notamment sur la production, il y a de la consommation en eau importante pour la production du bioéthanol. Et ensuite que l'éthanol doit être stocké à des températures inférieures à 25 degrés. Donc il y a cette contrainte qu'il faut respecter, et on a un risque en fait sur la production, sur la qualité et sur même la capacité à produire même ce bioéthanol si on dépasse les 25 degrés. C'est bien en tête. Donc maintenant, même exercice pour la production et le stockage de bioéthanol. Quels sont, selon vous, les aléas climatiques qui sont les plus importants? Est-ce que la sécheresse, cette fois-ci, est, selon vous, un critère important? 4, 5. L'augmentation des températures et le stress hydrique, thermique, pardon. Parfait. Stress hydrique, un petit peu moins. Donc vous mettrez la température et le stress thermique avant le stress hydrique. Ensuite l'inondation, quelques personnes. Et le glissement de terrain, mouvement gravitaire, un petit peu plus de monde. Et bien on retrouve à nouveau les 3 centraux. Donc effectivement, il y avait une hésitation, donc ça va vraiment dépendre après de l'étude que vous allez pouvoir faire plus ponctuellement. Là, on est très macro sur votre site. Mais ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'effectivement, on retrouve ces 3 sites, mais on voit que en fait, les aléas ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on avait sur la culture de betterave. Donc en fait, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes sur ce que je gère d'un point de vue direct par rapport à ma chaîne de valeur. C'est ce qu'on peut retenir. Peut-être du coup, Romain, commenter pourquoi glissement de terrain n'est pas... Alors là, si on revient ici, en fait, ce qu'on a vu, c'est que les mouvements de terrain, à mon adresse, c'est interdit. Et en fait, on retrouve derrière glissement de terrain, il y a aussi la partie gravitaire liée au retrait et gonflement des argiles avec affaissement. Vraisemblablement, sur le site de production, là, dans notre analyse, c'est pas impacté. Voilà, et sur l'augmentation de température, vous l'avez bien compris, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir de l'adaptation, parce qu'il y a cette sensibilité sur le stress hydrique de la même manière. Les deux sont intimement liés. Si demain il y a des restrictions en eau, on le verra un petit peu plus loin dans l'atelier, on peut être très impacté en fait, indirectement. Très bien. Je passe la main à Anna pour la suite. Merci Romain. Donc on a fait toutes les 2 étapes, donc la chaîne des valeurs pour comprendre toute notre chaîne des valeurs, mais aussi pour pouvoir réduire sur quoi on va mener l'analyse, parce que c'est vrai que notre chaîne des valeurs, elles peuvent être très très larges, et du coup essayer de réduire, c'est une chose qu'on souhaite faire quand on veut mener des analyses flash. On a réduit, vous avez vu, il y avait plus de
c'est à peu près des aléas climatiques. Donc, on a réussi à réduire tous ces aléas climatiques pour sélectionner ce qui était les plus importants. Et maintenant, on va évaluer pour nos sites névralgiques et pour les aléas qui étaient les plus importants, quelle va être notre exposition. Et donc, ici, vous retrouvez les mêmes termes qu'on utilise dans la CSRD. Donc, ça va être l'exposition et la sensibilité. La sensibilité, c'est l'étape suivante que je vais vous présenter. Et en fait, ce sont ces deux analyses qui vont nous permettre de déterminer quel est le niveau de risque, donc l'enjeu potentiel qui va être causé par un aléa climatique sur mon entreprise. Donc, au niveau de l'exposition, donc les termes, c'est assez parlant, on va regarder à quel point on va être soumis à des aléas climatiques à une localisation concrète. Donc, quelle est sa probabilité, quelle va être l'importance de l'aléa climatique, quelle va être sa fréquence. Donc, on va venir regarder tout ça. L'étape suivante, mais du coup, je vais vous en parler un peu plus en détail plus tard, c'est la sensibilité. Et là, ça va être dans quelle mesure est-ce que ma chaîne des valeurs va être affectée par, ma chaîne des valeurs, mon processus concret, va être affectée par un aléa climatique. Donc, on va le voir en plus en détail plus tard. Et là, on va se focaliser vraiment sur l'exposition. C'est vrai que l'exposition, en le disant comme ça pourrait sembler compliqué, mais en fait, il y a beaucoup d'outils qui sont déjà disponibles pour nous permettre de savoir quel va être le climat dans le futur. Et ici, on vous a mis une liste des outils qui sont des libres accès que vous pouvez trouver directement en ligne. Pour en citer quelques-uns, par exemple, en France, ça va être très intéressant de regarder le deux que vous regardez en haut à gauche, de votre côté. Et ça va être DRIAS, les futurs de climat, et DRIAS, les futurs de l'eau. En fait, ici, on peut retrouver des informations sur les climats futurs et en plus, qui tient en compte une chose qui s'appelle, en sigle, en acronyme, ça va être la TRAC. C'est la trajectoire des références du réchauffement climatique qu'il faudrait utiliser quand on est en France, parce qu'en fait, elle tient compte de quelle va être l'augmentation de la température ou les scénarios qui est aujourd'hui, même si un peu pessimiste, qui va être le plus probable, parce qu'il tient compte des mesures qui sont prises aujourd'hui par les gouvernements et par les entreprises en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en résumé, DRIAS futur de climat, DRIAS futur de l'eau, très intéressant parce que c'est en France. On a un niveau de détail qui est assez bon, c'est de libre accès et en plus, on a cette trajectoire de référence. Un lien avec DRIAS les futurs de l'eau et DRIAS les futurs du climat, on a ClimaDiag qui est très simple à utiliser et c'est les mêmes données, il faut tout simplement rentrer les noms de la ville et on peut trouver les mêmes informations, donc c'est assez pratique. Si vous souhaitez, donc ça c'est par rapport au général, si vous travaillez dans tout ce qui est les bâtiments, il y a un outil simplifié qui pourrait être intéressant pour vous qui s'appelle Resilience for Real Estate, désolé pour mon anglais. Et je vais en parler de quelques-uns, par exemple le GIEC, il fournit aussi dans son World Interactive Atlas, il fournit des trajectoires climatiques pour tous, comme pour tous les autres outils, avec différentes horizons temporels, donc court, moyen et long terme. Et ici, on peut avoir beaucoup d'indicateurs également, et avec un niveau de détail qui est mondial. Donc ça, c'est pratique quand vous avez des chaînes de valeurs qui sont plus étendues. Par contre, les niveaux de pression, il va être un peu faible. Et on peut avoir... je vais finir avec Climate Central, qui pourrait être intéressant si vous êtes en région côtière à côté de la mer, parce qu'il est très utilisé pour tout ce qui est la submersion marine. Donc, nous savons, c'est grâce à ces outils qu'on peut obtenir notre diagnostic de l'exposition. Nous, concrètement, on a utilisé l'outil ClimaDiag. Donc, on vient renseigner tout simplement les noms de la ville et comme ça, on peut trouver nos indicateurs. Donc, grâce à ça, on a pu classer, comme on le disait, nos processus névralgiques, donc la culture des betteraves, la production et le stockage, et par rapport aux nos aléas concrets. Et donc, les résultats, c'est que nous savons, comme vous pouvez voir, hein, je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais. Donc, en haut, vous trouvez que pour la production et le stockage, en fait, nous avons une exposition qui va être très forte au risque d'inondation. Donc, on était déjà très exposé. Dans le futur, ça va être augmenté. Au niveau de la culture des betteraves, pareil, on a une exposition qui va être très forte pour tous les 3 aléas climatiques qu'on avait considéré. Donc, inondation, sécheresse et variation du régime de pluie. Donc, c'était déjà un problème aujourd'hui. Et dans le futur, les risques vont être augmentés par rapport à l'exposition. Par contre, au niveau du stress hydrique du site de production et l'augmentation des températures, c'est vrai que comme on est en région des Hauts-de-France, il y a une exposition qui va être plutôt moyenne.
Donc ça, c'était première étape pour déterminer notre niveau de risque. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être d'évaluer quelle est notre sensibilité. Il y a donc, la sensibilité, je le répète, donc c'est à quel point mon processus va être vulnérable aux aléas climatiques. Et donc, on peut utiliser différentes méthodes pour savoir quelle est notre sensibilité. On en a déjà parlé rapidement quand Romain vous a présenté quels sont les différents aléas climatiques que l'on devrait sélectionner pour mener notre analyse. Mais il y a d'autres manières aussi. Donc, on peut venir, une chose que je trouve que c'est la plus pertinente lorsque c'est possible, ça va être de venir évaluer quels sont les seuils de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, on parlait pour stocker notre bioéthanol, il devait être stocké à une certaine température. Donc, si on dépasse cette température, on sait qu'on va avoir des problèmes. Donc, si on arrive à trouver des seuils de fonctionnement, c'est l'idéal parce qu'on va avoir une analyse qui va être plutôt quantitative et ça va être plus pertinent. Mais il y a d'autres manières, parce que ça, même si c'est l'idéal, ce n'est pas possible à chaque fois. On pourrait venir évaluer la réponse à des événements passés. Par exemple, regarder l'historique de sécheresse, à quel point ils sont affectés les rendements des betteraves. Ça pourrait être une autre option. On peut venir mener des ateliers et des entretiens avec des parties prenantes des experts. Ou on pourrait faire des recherches et documentaires. Et avec toutes ces informations-là, donc nous, on est allé regarder, qu'est-ce qui se passe concrètement pour notre cas d'étude. Donc, c'est ce que vous pourrez voir ici. On a fait l'analyse pour la culture des betteraves. Donc, je rappelle, c'était les processus névralgiques chaîne des valeurs amont. Et pour les 3 aléas climatiques qui étaient les plus pertinents. Et grâce à notre analyse, on a trouvé cette conclusion. Donc, c'est-à-dire que les rendements sont très impactés par les 3 aléas climatiques. Et une autre chose, c'est que tous les fournisseurs sont dans la même région. Donc, s'il y a un problème, tous nos fournisseurs vont être affectés de la même manière. Ensuite, au niveau de production et de stockage, on a ces 3 aléas climatiques encore une fois, et on a trouvé différentes informations. Donc, par exemple, au niveau de l'augmentation des températures, nous savons un seuil de fonctionnement. Oui, notre éthanol doit être stocké à une température de 25 degrés, mais on a un système de refroidissement qui va nous permettre d'avoir des conditions qui sont correctes, jusqu'à 35 degrés à l'extérieur. Donc, normalement, on y est un peu plus tranquille. Au niveau du stress hydrique, donc, la production est très dépendante de la consommation d'eau. Et au niveau des inondations, en fait, l'usine, on connaissait qu'il y avait ce risque d'inondation, donc l'entreprise a été conçue pour résister aux inondations. Donc, en fonction de ces informations-là, qu'est-ce que vous pensez, si on regarde la culture de betterave dans son ensemble, quelle va être notre sensibilité? Est-ce que ça va être très saute, ça va être moyenne, ça va être faible? Quelqu'un veut participer? Fort? Parfait. Et au niveau de la production et du stockage, si on parle par exemple de l'augmentation des températures, est-ce que vous pensez qu'on va avoir une sensibilité qui va être plutôt forte, moyenne, faible? Peut-être sinon forte, qui pense que ça va être forte? Fort ou faible? Moyenne, ok. La continuité de la production à cause du stress hydrique. Donc, stress hydrique, pour rappel, c'est la disponibilité de l'eau. Forte, moyenne ou faible? Forte. Allez, forte. Et pour les inondations? Faible, en effet. C'est ça ce qu'on va retrouver. Donc, on fait la même chose que pour l'exposition. On va venir classer quel va être notre niveau de sensibilité. Et donc, on voit que, comme vous l'avez dit, stress hydrique, production et stockage, on a une sensibilité qui est forte. Pareil pour la culture de betterave. Et par contre, pour les autres, augmentation de température, sensibilité moyenne, et production et stockage, plutôt faible. Et donc maintenant, avec toutes ces informations qu'on a récupérées au niveau de l'exposition et au niveau de la sensibilité, on peut les classer ici dans cette matrice, les matrices d'analyse de risque, et on les classera et on a différents niveaux de risque. Et donc très haut, c'est qu'on trouverait en haut et à droite de la matrice, et une sensibilité qui va être plutôt faible en bas et à gauche. Et donc tout ce qui sera classé plus en haut et à droite, c'est là où il va falloir qu'on agisse en priorité. Ici, on a les résultats de notre analyse. Donc, disponibilité des betteraves, c'est à une exposition qui est très forte et une sensibilité qui est très forte. Donc, c'est là où il va falloir agir en priorité. Et stress hydrique, c'est vrai que malgré une exposition qui semblait être moyenne, comme on a une sensibilité qui est très, très importante au niveau de la production, ça va être l'endroit où il va falloir agir en deuxième priorité. Et les autres ont une sensibilité, un niveau de risque qui va être plus faible. Je vais continuer avec la dernière partie avant de faire les plans d'adaptation, qui est le chiffrage. C'est une chose qui est demandée par la CSRD. En fait, il faut chiffrer quel va être l'impact économique de risques climatiques sur l'entreprise.
Et donc, par rapport à ça, on peut venir mener des ateliers, des entretiens avec des parties prenantes qui peuvent nous aider à chiffrer quel serait l'impact sur l'entreprise, côté financier, côté opérationnel et côté des pertes matérielles. C'est une tâche qui est un peu compliquée, mais qui est nécessaire dans ces reportings CSRD. Et on a fait ici un exemple de quels seraient les différents coûts. Donc, par exemple, au niveau de la culture de betterave, si on avait des problèmes au niveau de la culture, on pourrait avoir une augmentation de 20% des coûts de matières premières. Et on a fait la même chose pour tout ce qui était production, stockage, à quel point est-ce qu'on pourrait avoir des pertes. Donc ici, vous savez des chiffres qui sont estimatifs et pour ces cas fictifs. Donc on pourrait venir chiffrer quelles sont les différentes pertes qu'on pourrait avoir pour notre procédé. Et ensuite, je vais redonner la main à Romain pour vous expliquer les plans d'adaptation. Donc dans la partie plan d'adaptation, donc maintenant on a vu un petit peu ce diagnostic, on a évalué les coûts que pourrait avoir le changement climatique vis-à-vis sur différents maillons de notre chaîne de valeur. Donc maintenant il va falloir se mettre en marche. Enfin, la question en fait c'est de mettre en place un plan d'adaptation. Et donc comment ça fonctionne en fait, la méthodologie en fait qui est mise en place pour définir son plan d'action avant de le mettre en œuvre, c'est la même que pour tout mode projet. C'est-à-dire qu'on va identifier des actions. C'est celles que je vous avais présentées tout au début, sur lesquelles on va revenir pour finir l'exercice. Donc on va essayer d'identifier des actions, notamment pour les processus à risque, ceux qu'on a identifiés, ceux sur lesquels on a travaillé ensemble pendant une demi-heure. Et donc l'objectif, en fait, c'est que chaque action doit permettre d'éviter, d'atténuer ou d'améliorer notre réponse face aux aléas climatiques. Donc là, je fais une petite parenthèse. Quand vous mettez en place une stratégie carbone, une stratégie bas carbone, en fait, cette adaptation fait partie de cette stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez travailler sur la décarbonation de votre activité, sur différents maillons, et ça n'empêchera pas de travailler aussi sur l'adaptation, parce que le changement climatique est en cours, et je vais agir pour lutter contre le changement climatique, mais de la même manière, je vais agir pour m'adapter face aux aléas qu'on a identifiés, face à l'exposition et la sensibilité que j'ai, donc ma vulnérabilité face au changement climatique. Ensuite, on va les hiérarchiser. Ces actions, on va les hiérarchiser en fonction de plusieurs critères. La priorité du risque, l'analyse qu'on vient de faire par rapport à cette matrice de vulnérabilité. On va avoir aussi d'autres indicateurs tels que l'efficacité, le retour en fait par rapport à l'action que je mets en place, en fait, dans quelle mesure et à quelle vitesse cette action va être sensible, va être visible et va avoir un effet. Donc ça peut être des actions qui vont être menées sur du court terme, du moyen terme ou du long terme, bien sûr. Par rapport à leurs coûts, ce qu'on a vu dans la dernière partie de l'analyse, en fait, on a évalué aussi les coûts. Donc ça va être forcément un critère prépondérant pour évaluer les pertes de coûts que je peux avoir à court, moyen et long terme une fois de plus. Et on peut en fait ajouter un certain nombre d'autres critères non environnementaux ou environnementaux sur le capital humain par exemple pour hiérarchiser ces actions et venir arbitrer. Et ensuite il va falloir le mettre en place bien sûr. Donc ça va se piloter en mode projet. Pour le piloter il va falloir pouvoir évaluer en fait l'effet des actions que j'ai mis en place. Donc il va falloir avoir des indicateurs, il va falloir des ressources, qu'elles soient humaines ou financières, pour pouvoir suivre l'efficacité des mesures d'adaptation que j'ai mises en place. Et ensuite, ce plan d'action, il faut être critique, il va pouvoir être ajusté, adapté en fonction des nouveaux scénarios, en fonction des nouvelles études de vulnérabilité et en fonction des ressources et de la stratégie que je déploie. Donc est-ce que vous vous souvenez des actions dont on avait parlé tout au début? Je vous aide un petit peu. Donc on revient, on a notre matrice que vous a présentée Anna, donc cette matrice de vulnérabilité avec la sensibilité et l'exposition. On retrouve les 4 items qu'on a choisis ici. Et ensuite, je vous ai classé à nouveau les actions qu'on avait vues tout au début. Alors on avait un petit peu du mal au début à les hiérarchiser, à voir réellement dans quelle mesure en fait, ces actions pouvaient me permettre de répondre et de m'adapter face aux risques climatiques. Maintenant, on a plus de billes en main et donc je vous repose la question. Quelles sont selon vous les pistes d'action les plus importantes pour limiter l'impact du climat sur mon entreprise? Donc on va le faire une fois de plus à main levée et je vais vous demander en fait à chaque fois, pour chacune on va les passer, si selon vous c'est l'action principale à mettre en place par rapport à cette matrice. On est d'accord? Donc est-ce que selon vous délocaliser l'usine à cause du risque accru de submersion, c'est l'action principale, la plus importante? Une personne? Est-ce que c'est la plus importante? Non, personne.
Est-ce que c'est diversifier les fournisseurs de betteraves? Voilà, je crois qu'on a une bonne majorité de la salle, ok. Améliorer, donc à mon avis, j'ai déjà vu, est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est une autre action? C'est laquelle? D'accord. Mais ce serait selon vous la plus importante? Ok. Donc, la première, la grande majorité, diversifier les fournisseurs de betteraves. Ok. Et donc, si on mettait en second plan, alors peut-être qu'on aura le changement de mes process, qui pensent que cette action, hein, développer une ligne de production de bioéthanol deuxième génération, vient en second plan. Seconde action prioritaire. Ouais, il y a quand même quelques personnes. Sinon, est-ce que ce serait l'action de protéger les infrastructures face aux risques d'inondation? Pas hyper convaincant. Réduire la consommation d'eau du procédé. Ouais. Ok. Bon, alors, on va arriver à la solution. Donc là, on a peut-être nos deux premières, selon vous, par rapport à cette matrice. Donc effectivement, diversifier les fournisseurs de betteraves, on l'a vu. Tous les fournisseurs de betteraves viennent de la même région. Il y a on se retrouve en haut à droite de cette matrice, c'est-à-dire qu'en fait, on est exposé et il y a une forte sensibilité face au changement climatique. Et il y a de l'importance en fait, à diversifier. Donc ça peut être diversifié en allant hors de mon territoire, hein, Hauts-de-France, pour mes fournisseurs par exemple. La deuxième action, on retrouvait notre ligne bioéthanol ici. Effectivement, parce que dans la production de bioéthanol de deuxième génération, l'importance du stress hydrique sera moindre. Et donc, on va pouvoir pallier face à cet aléa climatique. Et ensuite, on va retrouver réduire la consommation d'eau du procédé. Donc voilà, là c'est un exercice, on n'a pas le temps de creuser, mais vous étiez bien en termes de hiérarchisation sur ce podium gagnant, hein, en termes d'importance, on va dire. Et ensuite, on retrouve les autres actions qui ne sont pas, comme je le disais au début, hein, qui ne sont pas inutiles, qui ont de la valeur et qui ont une raison d'être, mais qui sont moins importantes pour lutter face aux risques climatiques. Donc améliorer l'isolation des réservoirs de stockage, protéger l'infrastructure de production face aux risques d'inondation et ensuite délocaliser les usines. Il n'y a pas de risque de submersion marine, en tout cas sur votre commune, dans l'état actuel des connaissances. On a fini cet atelier, je rends la main à Nathalie. Donc, en conclusion, c'est les messages qu'on souhaiterait vous communiquer et avec lesquels on vous invite à repartir. Donc, le premier message, évidemment, agir dès maintenant. Il y a une urgence à atténuer, hein, ça je pense que vous le savez tous, mais également à s'adapter. Donc, ne sous-estimez pas les efforts qu'il va falloir aussi investir en interne, en entreprise, sur l'adaptation. Et le temps long que ça requiert en termes d'investissement et puis de déploiement nécessite de le faire et d'y réfléchir dès maintenant. Le deuxième message, vous l'avez vu justement par ce jeu, on vous a posé des questions avant d'avoir fait l'analyse, puis on vous l'a reposé à la fin. Il y a une nécessité quand même de comprendre ce dont on parle et donc d'analyser et de prioriser. Vous ne pourrez pas de façon illimitée enclencher toutes les actions qui seraient intéressantes. Donc penchez-vous sur cette analyse, prenez le temps, ça vous permettra de cibler ce qui est le plus stratégique et les enjeux les plus critiques pour votre cas précis. Et enfin, on a de la chance parce que voilà, tout le corps scientifique s'est quand même attelé à la tâche depuis des années, donc utiliser ces connaissances et également les expériences, les retours d'expérience sectoriels. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé spécifiquement, mais il y a d'autres benchmarks très utiles qui peuvent vous faire avancer sans réinventer la roue. Voilà, si d'autres acteurs ont déjà solutionné certaines problématiques d'adaptation, c'est intéressant pour vous de vous y intéresser. Et ça permettra d'avoir une trajectoire robuste et de réussir votre adaptation avec un investissement optimisé. Bien que, évidemment, il ne faut pas se mentir, hein, ça a un coût, mais sur le moyen terme, on travaille ici vraiment votre résilience et votre compétitivité. Quelle heure est-il? Est-ce qu'on a quelques minutes de questions? On a 5 minutes. Ah oui, 5 minutes de questions.
Et en effet, c'est quelque chose qui est très important et je pense que c'est un des critères qu'il faut prendre en compte quand on va lister toutes les différentes actions qu'on peut mettre en place pour atténuer, pour limiter nos risques climatiques. Donc, Romain vous a parlé qu'il y a différents critères qu'on peut tenir en compte, comme les coûts, quelle va être l'efficacité des actions, mais on peut parler aussi qu'il y a différents types d'actions. Il y a par exemple des mesures qui vont avoir des impacts plutôt négatifs sur le climat. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte quand on va hiérarchiser les différentes solutions qu'on peut proposer. Oui, c'est la parenthèse que j'ai ouverte aussi. Et effectivement, dans vos stratégies, l'adaptation est un volet de la stratégie, est un levier. Mais il ne faut pas que ceci soit contre-productif totalement, hein, on est d'accord, et pareil sur d'autres compartiments, d'autres impacts environnementaux qu'on peut avoir, on est complètement d'accord. Et donc de l'importance, hein, pour appuyer sur le point de Nathalie, de se rapprocher de l'expertise, qu'elle soit locale, qu'elle soit sectorielle, par rapport à ces sujets. Là, on a listé, hein, dans l'exercice quelques actions, mais vous voyez, en fait, je veux rebondir sur le fait que c'est important de faire ces analyses parce que sinon votre arbitrage sera biaisé, il sera peut-être faussé, il y a des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Mais vous voyez qu'il y a une multitude de solutions en fait. Il y a une multitude de solutions qui ne vont pas agir sur tous les aléas, pas de la même manière, pas avec la même ampleur, mais il y a une diversité. Et nous aussi, on est là aussi, il y a des acteurs pour vous accompagner à identifier les actions et ces aléas. En fait, le chiffrage, c'est quelque chose qui est qu'il faut faire quand on fait. C'est demandé par la CSRD. Et il faut chiffrer quels sont les impacts économiques au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de quelles sont les pertes des actifs. Si jamais il y a des équipements qui vont être détruits à cause des inondations ou d'autres types d'aléas climatiques, c'est une chose qu'il est nécessaire de faire. Alors, il n'y a pas de recette magique, hein. Vous n'aurez pas un calculateur où vous rentrez les données et c'est génial, hein, franchement. Donc en fait, ce qu'on a présenté, c'est que ça se fait en atelier. Il y a besoin de vos expertises internes. Enfin, l'entreprise connaît quand même très bien son domaine. Et effectivement, après, ramener des experts, soit sectoriels. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille aussi en partenariat avec des acteurs financiers. Donc en alliant l'expertise environnementale technique à l'expertise financière, ça nous permet de sortir des impacts. Et ça se fait souvent, hein, on l'a montré, en pourcentage. Alors, on ne va pas pouvoir dire comme ça, ça fait tant d'euros. On regarde plutôt en pourcentage et là, ça nous permet d'y arriver. Mais vous ne trouverez pas de calculateur direct. C'est vraiment au cas par cas pour chaque entreprise. Oui. Alors, le rapport CSRD est audité et l'auditeur, ce qu'il va regarder, c'est la démarche que vous avez adoptée. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est fiable et robuste? Donc, on ne peut pas juste donner le chiffre. Il faut quand même expliquer la méthode, enfin, pas forcément la méthodologie, mais la logique que vous avez choisi d'utiliser, qui peut être ce qu'on a évoqué, hein, s'appuyer sur des données historiques, regarder un autre benchmark sectoriel. Il n'y aura jamais une 100% de garantie. Même l'auditeur lui-même ne peut pas garantir que vos chiffres sont corrects, mais confirmer qu'il y a eu un réel effort de crédibilisation et d'engagement de l'entreprise pour y arriver. Sachant que la CSRD est quand même un exercice annuel, il est possible que vos chiffres, à un instant, telle année, vous vous rendez compte l'année d'après que vous disposez davantage de connaissances et que vous reveniez sur vos chiffres. Là, l'auditeur ne va pas venir vous sanctionner, mais plutôt reconnaître le cheminement. Et année après année, au fur et à mesure, vous deviendrez beaucoup plus fiable dans votre chiffrage. Mais effectivement, le chiffrage, c'est la partie la plus difficile. Hein. Mettre un chiffre sur les impacts, c'est compliqué. Pour la deuxième question, du coup, Anna, sur l'international. Oui, pardon, on répondit. Donc pour ça, on a parlé de Georisque, qui est une plateforme qui est très utilisée en France. Et
Géorisque. Donc ça, c'est en France. Et ce que Romain vous a présenté à l'international, il y a d'autres plateformes, mais ça va dépendre à chaque fois des différents pays. Et il y a des pays qui vont avoir plus de données et d'autres qui vont avoir moins des données qui sont disponibles. C'est souvent des données publiques, Oui. voilà, par les ministères. Donc il va falloir effectivement ce qui est Allez regarder dans les sites des ministères, etc. Il y avait une... Après, alors ça existe sous forme de publications scientifiques aussi, ou dans les rapports du GIEC. Le gros problème, en fait, ça va être peut-être à une granulométrie, en fait, qui va être trop macro. Là, vous voyez, même à l'échelle d'une commune, et on le voit avec les événements qui se passent, ça ne va pas vous permettre de construire un plan d'action robuste. Parce qu'en fait, on va travailler avec une granulométrie régionale, voire nationale, hein, sur ce genre de modèle. Oui, parce que dans Géorisque, on met l'adresse exacte, c'est pas juste la commune. Voilà. À l'instar de quand vous achetez une maison, vous avez les risques liés au gonflement des argiles, aux inondations, à votre adresse. En fait, on travaille avec cette granulométrie et l'Institut géographique national fait un gros travail pour rendre ça public et visible sur le géoportail, par exemple. Donc là, on va être vraiment précis. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir être impacté et de l'autre côté de la Seine, l'impact sera beaucoup moindre. Oui, même on les voyait, hein, par exemple, avec l'exemple, avec ce qu'on vous a montré, on pouvait voir avec Géorisque les risques dans la commune et les risques concrets à notre adresse. Donc, essayer d'être les plus pertinents possible, les plus précis, ça va être vraiment important. Alors, je vais peut-être clore l'atelier pour ne pas retarder le reste des intervenants. On reste ici quelques minutes, hein, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis rendez-vous également à notre stand. Donc on est au niveau 2, stand 54. Voilà, tout à fait disponible, sachant qu'on intervient de manière plus ou moins présente. Hein. Il y a des clients qui sont déjà très bien dotés en interne et on est plutôt là pour vérifier, challenger, voilà, pour les rassurer. Et puis d'autres sur lesquels on est vraiment en démarche de bout en bout avec ces clients. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Au revoir.